Merci beaucoup. Je dois dire prendre la parole après l'orateur précédent, c'est pas du tout évident. Donc, moi, je vais essayer effectivement de vous montrer. J'ai eu la chance de participer à l'essai PTC 124 à Marseille et je vais essayer de vous montrer en quelques dias comment s'est déroulé cet essai. Et puis, je voudrais remercier aussi d'emblée Laure Druetta qui m'a permis pour les dias que je vais vous montrer aujourd'hui, donc il m'a permis de rentrer en contact avec l'équipe responsable de l'essai aux États-Unis, de PTC. Et je dois vous avouer que quand on a des conférences téléphoniques sur un sujet pareil, de Marseille, que l'américain n'est pas sa langue maternelle, loin de là, mais plutôt le marseillais, eh ben, c'est pas mal d'avoir des correspondants qui nous aident beaucoup. Alors, cet essai, alors le rationnel, bien sûr, j'avais mis quelques diapos initiales sur la translecture que j'ai vite enlevées parce que la translecture vous a été expliquée d'une façon tellement brillante que j'allais pas m'aventurer sur ce chemin. Juste reprendre, il a été cité à un moment dans le travail précédent, la publication Princeps concernant donc la myopathie de Duchenne, qui est celle de Welch en 2007, donc qui avait été publiée dans Nature, et donc qui avait mis en évidence, donc, alors je dois dire peut-être qu'on pourra en reparler, pourquoi c'est vraiment cette molécule PTC, puisque vous nous avez montré finalement il y a toujours un point d'interrogation pour savoir exactement où elle joue, pourquoi celle-ci a été choisie, ça reste encore un petit peu ambigu pour moi. Mais enfin, toujours est-il que cette molécule a été choisie. Et donc, la première étude portait sur des cellules en culture, provenant de myocytes humains et également chez la souris. Et finalement, ce qu'on a montré et qui est très intéressant, et peut-être qu'on peut mieux le comprendre maintenant, c'est que ces cellules déjà au niveau humain, on a à des variations donc en culture avec du PTC, de la tallurène. Donc on voit réapparaître en fait une expression de la dystrophine à des concentrations qui varient entre 1, 1,5 et 10 microgrammes donc par millilitre, ce qu'on a vu également réapparaître chez la souris. Donc ça, c'était le ratio de base. C'est comment dans des cellules en culture et puis dans des muscles de souris, souris qui avaient été traitées 14 jours, donc comment faire réapparaître la dystrophine. Et donc, bien évidemment, vous imaginez l'espoir pour les patients, pour les médecins. Enfin, on pouvait fabriquer un petit peu de dystrophine au niveau des muscles de sujets qui n'en avaient pas du tout. Donc la phase 1, il y a eu 62 adultes sains volontaires de 18 à 30 ans avec une dose de 50 mg kg jour. C'était donc parfaitement bien toléré. Et avec cette dose, il y avait des concentrations plasmatiques qui étaient assez proches de celles qu'on voulait obtenir, donc entre 2 et 10 microgrammes par litre, qui correspondait à ce qui avait été obtenu dans l'essai sur les cellules en culture. Cliniquement, une mauvaise tolérance a été observée à une dose beaucoup plus importante de 150 mg kg. Donc, on signale céphalée, tremblement, des signes gastro-intestinaux. Et cette première phase a été publiée en 2007. Puis la phase 2A, donc il y a une phase d'évaluation préthérapeutique de 21 jours où une biopsie musculaire avait été faite, une phase de traitement de 28 jours. Et là, d'emblée, 3 groupes. 4-4, donc la dose était donnée donc en 3 prises parce que la biodisponibilité en fait qui avait été retrouvée après la phase 1 montre qu'il y a un pic quand même de concentration de PTC tout de suite après la prise. Donc ça nécessite vraiment une prise en 3 fois et en 2 fois ou en 1 fois, ça ne serait pas suffisant. Et donc, il y avait 3 groupes, 4, 4, 8, 10, 10, 10, 20, 20, 40. Et puis, une biopsie musculaire était réalisée à la fin avec une phase de suivi de 28 jours. Alors, les résultats, donc on voit déjà au niveau des doses que finalement, le premier groupe, d'entre 4, 4, 8, le dosage plasmatique était toujours inférieur à 5000 microgrammes, donc ce bras va être abandonné. Par contre, le groupe 10, 10, 20, on avait un dosage plasmatique autour de 10, et celui 20, 20, 40, donc on va appeler plus forte dose, permettait d'avoir un dosage entre 10 et 40 microgrammes par millilitre.
On retrouvait donc dans les cellules de patients en culture une production de dystrophine et sur la deuxième biopsie également, on a mis en évidence un immunomarquage de dystrophine et pas d'effet secondaire. Donc, à partir de cet essai, a été décidée la mise en place d'une phase 2B avec finalement 2 bras, on va dire, thérapeutiques, un troisième bras placebo. Donc, il y avait un bras faible dose, 10-10-20, et un bras forte dose, 20-20-40, la première dose très inférieure ayant été abandonnée. Les critères d'inclusion, c'était des garçons Duchenne ou Becker avec des signes cliniques avant l'âge de 9 ans, qui devaient avoir plus de 5 ans. Bon, ça, c'est les critères bien sûr, pour pouvoir faire correctement le test de marche, avoir bien sûr une mutation non-stop, donc il fallait un génotypage absolument, et puis être capable de suivre l'étude. On sait que là aussi, il faut... On nous a parfois reproché de ne pas avoir inclus très rapidement beaucoup de garçons, mais ce n'est pas évident d'avoir un jeune garçon qui a un Duchenne, qui marche encore, qui a ce type de mutation, parce que même si on dit que ça représente 18% des patients qui ont une maladie de Duchenne, il est clair qu'au moment précis de l'étude, ils ne sont pas tous marchants, beaucoup ont déjà perdu la marche. Et puis capable de suivre l'étude aussi, ça c'est important, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de garçons qui ont des troubles de l'attention, de la concentration particulièrement importants, et donc qui ne comprennent pas toujours les tests demandés. Et enfin, bien sûr, c'est une phase 2B, donc comme dans tout essai clinique, une phase 2B, c'est en double aveugle, donc contre un placebo. Les objectifs étaient avant tout, et c'est pour ça que l'objectif numéro 1, c'était ce test de marche, de 6 minutes que vous connaissez tous, puisque c'est celui qui est utilisé dans pratiquement toutes les maladies musculaires, même métaboliques chez l'enfant. Il y avait également l'activité quotidienne, la fonction motrice, la force musculaire, et puis également une biopsie musculaire avec l'expression musculaire de la dystrophine, des mesures de qualité de vie. Et enfin, bien sûr, des critères de tolérance avec une surveillance. C'est un essai qui était quand même assez lourd, pour ne pas dire très lourd à mener. Donc 2 enfants à Marseille, 4 à Paris, 2 à Nantes ont été inclus en France. Au niveau international, les inclusions ont été terminées fin décembre 2008 et 165 patients ont été inclus. Cette étude a été arrêtée, je dois dire, on l'a considérée de façon très difficile, que ça soit bien sûr pour les patients, mais également pour les investigateurs, parce qu'un jour, brutalement, alors qu'on attendait tous depuis plus de 3-4 mois les résultats, l'étude a été arrêtée suite à une conférence téléphonique où effectivement le résultat, je vois Yann Périon qui opine, les résultats étaient ce qu'on nous a dit à ce moment-là. Donc, il y a d'autres analyses en cours, mais on arrête l'étude parce que le test de marche n'est pas différent chez les patients traités que ceux de placebo. Donc là, les résultats que je vais vous montrer sont les résultats beaucoup plus récents, avec l'interprétation plus précise des données. Et ces résultats ont déjà été publiés lors du Congrès international des maladies musculaires à Naples en juillet 2010. Alors, c'est donc sur cette diapositive, donc là, c'est les diapositives, que j'utilise, donc celles fournies par le laboratoire PTC, donc avec les 3 bras, donc vous voyez à peu près 55 patients dans chaque bras, et le bras haute dose, le bras faible dose, le bras placebo, traitement pendant 48 semaines. Les enfants pouvaient avoir des corticoïdes. Ce n'était absolument pas un critère d'exclusion. Par contre, il fallait que la corticothérapie soit tout à fait stable dans les semaines qui précédaient. On n'avait pas le droit de le modifier. Et puis, au bout de 48 semaines, il avait été décidé que tous les enfants, on était dans une phase dite ouverte, donc tous les enfants avaient la même chose, qui était un traitement à haute dose. Donc, je vous rappelle, le bas dose, c'est 10 mg à midi, 20 le soir, et haute dose, 20 le matin, 20 midi, 40 le soir. Bon, le test de marche, on passe vite, vous le connaissez tous, donc qui a été fait par tous les enfants, et donc qui a été vraiment le test le plus important à réaliser. Alors, des études statistiques donc, ont été faites sur ces 165 patients.
Et les résultats donc, que l'on peut actuellement mettre, ce qu'on a pu mettre en évidence, donc vous voyez 57 patients dans le placebo, 57 dans le faible dose et 60 dans le haute dose. Donc le test de marche retrouvé à peu près, donc chez les patients placebo, la moyenne était de 354 mètres au départ, 362 pour les faibles doses, donc 368. Donc on est parti quand même de groupes très homogènes, ce qui est quand même important puisque ça avait été l'une des critiques et on se disait mais finalement c'est vrai qu'on inclut des patients qui ont soit des myopathies de Duchenne, soit des myopathies de Becker, donc on sait qu'ils n'ont pas le même niveau fonctionnel, mais globalement comme il y a eu quand même énormément de patients parce que des groupes de 50 patients, on a pu arriver à avoir des groupes qui étaient homogènes, donc avec des traitements dans chaque bras. Et ça, c'est bien sûr très important. Bon, il y a un patient qui avait arrêté prématurément. Alors, les résultats, en fait, les voilà. Et ça a été quand même la surprise. Et on aurait préféré entendre ça au mois de mars 2010 que d'arrêter tout comme ça brutalement. C'est que finalement, l'histoire naturelle de la maladie, on l'a avec le placebo. Donc, sur 48 semaines, on sait qu'il y a une perte de la mesure fonctionnelle. Et donc, le test de marche va bien sûr diminuer et on voit tout à fait cette perte. Mais la surprise, c'est que les fortes doses, finalement, sont presque même aggravées ou en tout cas sont exactement le même niveau que le placebo, alors que les faibles doses, et cette étude, donc vous voyez, qui est tout à fait évidente, il y a quand même, chez les faibles doses, une amélioration par rapport au placebo et aux fortes doses. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, et là aussi, on aurait peut-être aimé de savoir un peu au fur et à mesure, et finalement, qu'on a repris les cellules des patients dans l'essai 2A, et donc il y avait reçu déjà, vous vous rappelez, il y avait un groupe à 4, 4, 8, un groupe à 10, 10, 20, un groupe à 20, 20, 40. Et en fait, dans les cellules de ces patients, on voit que la dystrophine était beaucoup mieux exprimée chez ceux qui avaient des faibles doses que ceux qui avaient des fortes doses jusqu'à 40. Donc finalement, le test clinique, le test de marche, a tout à fait confirmé ce qui était déjà obtenu dans les cellules en culture après la phase 2A. Donc ça, c'est quand même un point qui est bien sûr très important, de voir qu'il y a une bonne corrélation avec ce qu'on peut retrouver in vitro et puis finalement lors de nos tests fonctionnels. Voilà, donc ici, c'est un tableau qui est à peu près similaire. On voit bien la différence entre, il y a à peu près les enfants qui sont sous corticoïdes. Bon, ça c'est un autre débat, mais qui semble aller un peu mieux corticoïdes, PTC, que sans corticoïdes. Mais ça, c'est un débat que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Avec l'amélioration donc des tests de marche et globalement donc une amélioration à faible dose. Et puis, sur tous les critères donc, donnés dans la maladie, on retrouve également sur la progression de la maladie, donc une maladie qui progresse moins vite à faible dose qu'à forte dose ou placebo. Et là encore, la forte dose rejoint tout à fait le placebo. Donc là aussi, lorsqu'on analyse les faibles doses contre le placebo, on voit une amélioration dans la fonction motrice, que ce soit la montée des escaliers, sur la course ou pour se relever. Alors, la question, une fois que les tests fonctionnels, effectivement, ont été bien analysés, la question qui se posait, ce sont quand même des enfants, c'était, je vous dis, un protocole qui était lourd, en particulier pour les patients, avec une biopsie à l'entrée du protocole et une biopsie, donc au bout d'un an, une deuxième biopsie, qui ont toutes été envoyées dans le même centre. Et ces résultats sur les biopsies n'a pas été très concluants. C'est-à-dire que finalement, la réapparition de la dystrophine, on ne retrouve pas de différence entre, vous voyez, le groupe placebo, le groupe faible dose ou le groupe haute dose. Alors, plusieurs explications. La première qui est donnée, c'est que, et ça on peut l'entendre, c'est que les prélèvements qui sont arrivés, les 165 prélèvements qui sont arrivés sur le même site ne sont pas tous arrivés dans le même état de conservation, avec beaucoup de pertes liées à la congélation, liées au mode de prélèvement, liées à différentes choses.
Voilà. Après, ce qu'on peut aussi regretter, c'est que finalement, la technique utilisée initialement dans la phase 2A, où il avait été mis en évidence, et dans l'article en 2007, l'immunomarquage, pour faire l'immunomarquage de la dystrophine, il était utilisé un anticorps monoclonal. Et dans cette phase-là, 2B, était utilisé un anticorps polyclonal. Et ça, peut-être, explique aussi ces résultats un peu éparpillés qu'on retrouve, en tout cas, qui n'ont pas la cohérence de ceux qui avaient été montrés initialement. Mais ça, c'est une question qui reste totalement ouverte, parce qu'il faudrait vraiment avoir plus de données pour pouvoir y répondre. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a eu quand même des tests, et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on fait une biopsie à un niveau, bon là c'était des biopsies dans le deltoïde, et qu'il est quand même très difficile, et ça on le sait en pratique clinique, de faire une corrélation exacte entre le niveau fonctionnel obtenu et la quantité et l'immunomarquage de la dystrophine au niveau de la fibre musculaire. Donc ça c'est vrai aussi. Peut-être qu'on s'attendait tous, enfin moi en tant que clinicienne, je me disais, bon ça va, on va voir la dystrophine arriver parce que on savait nous qu'il y avait des enfants qui étaient quand même mieux avec ce traitement, on n'avait pas toutes les données, mais cliniquement on le voyait, et on se disait, bon on va voir un immunomarquage qui va être bien meilleur. Donc on a été déçus par ces résultats, mais ceci dit, je crois qu'il faut, et ça mérite de les réinterpréter beaucoup plus finement. Bon, les effets secondaires, il y en a eu très peu. Comme beaucoup d'études, on retrouve parfois autant, voire plus d'effets secondaires dans le placebo que dans la molécule active, mais ce sont des effets, des céphalées, des problèmes intestinaux, tout ce qu'on peut rencontrer finalement au cours des 2 ans d'études chez un enfant et qu'on signale, vous le savez, systématiquement. Alors, il y a quand même une question là qui n'est pas marquée sur cette diapositive, mais que vous avez soulevée tout à l'heure dans votre exposé, parce que vous nous avez bien montré qu'il y a dans des codons stop, on pourrait dire qu'on a un facteur prédictif en fonction du codon stop, dire si la protéine va mieux être restaurée ou pas. Et donc là, la question qu'on pose, c'est est-ce que les données, puisque toutes les mutations ont été envoyées aussi, les 165 mutations ont été trouvées et avaient été envoyées, est-ce qu'il y a une corrélation entre les résultats obtenus et le type de mutation? Alors pour l'instant, les données ne sont pas encore j'allais dire, travaillées, exploitées, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que quand même dans les 3 groupes, faible dose, placebo et forte dose, la répartition qui s'était faite de façon aléatoire était à peu près la même au point de vue statistique. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait dans un groupe, par exemple dans le faible dose, un type de mutation, ou dans la forte dose. Voilà, ça c'est les premiers résultats aussi que je peux vous livrer. Voilà, donc globalement, finalement, sur votre diapo, peut-être pas mettre non totalement pour la myopathie de Duchenne. Les résultats ne sont pas encore publiés, ils ont été présentés dans un congrès, mais ils ne sont pas publiés. Donc, effectivement, il faut certainement affiner un petit peu les choses et peut-être, en tout cas moi je l'espère, continuer avec une faible dose. Est-ce que c'est dans le cadre d'un essai aussi lourd, qui est très lourd à organiser mais également très lourd à faire? Est-ce qu'on peut faire un essai plus facile? Ça, c'est ce que les laboratoires doivent nous répondre, et voir au niveau des autorités ce qui va être possible de faire. En tout cas, je pense que nous, les cliniciens, on n'est pas prêts de lâcher, et qu'on aimerait bien pouvoir continuer avec ces faibles doses et plus de placebo. Voilà, merci beaucoup. En terminant, donc ça c'est toutes les personnes au travers le monde qui ont participé donc aux essais.